Salut Grégoire, bienvenue dans ce premier épisode. Alors j'ai pas encore vraiment trouvé de nom à ce podcast. Je l'ai appelé Lever des fonds avec sa startup. J'étais un peu feignant. Merci beaucoup d'être le premier. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous expliquer ce qu'est fait ta boîte? Merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne aujourd'hui. Donc je suis Grégoire Dupré, je suis le fondateur de la société Abellio. Abellio, c'est une société qui est spécialisée dans l'analyse de data pour l'agriculture. L'analyse de data, c'est très intéressant, il y a énormément de choses à faire et dans l'agriculture en particulier parce que la data, c'est quelque chose, qui est, une source intarissable. Et donc j'ai, depuis 2018 fondé Abellio pour, utiliser cette donnée afin de proposer aux agriculteurs des conseils, afin d'optimiser leur exploitation agricole. Alors dit comme ça, c'est ça paraît assez complexe, mais en fait, en réalité, c'est très, très simple. On va aller chercher un petit peu toutes les données qui existent et qui sont disponibles sur les champs, du Ok. satellite, du drone, de la météo et avec tout ça, on va mettre en place une technologie qui s'appelle la fusion de données et qui va nous permettre d'aller proposer aux agriculteurs une manière, de faire le même travail qu'actuellement avec les mêmes outils, mais de façon optimale, soit en termes de dose, soit en termes de timing de passage, ce qui va lui permettre de gagner en rendement et surtout d'avoir une exploitation un peu plus durable. Heu, Ok. Donc en gros, toi tu récupères tout ce qui se passe dans ses champs en termes de température, d'humidité, d'ensoleillement, j'imagine de plein d'autres données qu'on n'imagine mmh même pas, et tu lui dis ben là il suffira de passer qu'une fois tous les 6 mois, il suffira de mettre tant de millidoses d'engrais ou de pesticides ou de je sais pas quelle autre matière on peut utiliser. c'est grosso modo, c'est ça, c'est la finalité, en fait, du projet, hein. C'est nous, on veut vraiment arriver à pouvoir piloter, ce qu'on appelle l'entièreté de l'itinéraire technique. L'itinéraire technique, c'est vraiment l'ensemble des actions que va mener l'agriculteur du moment où il sème sa culture jusqu'au moment où il va la récolter. L'objectif d'Abellio aujourd'hui, c'est d'arriver à ça, mais on se focalise pour l'instant sur 4 points. Le 1er point, c'est la fertilisation azotée, donc l'engrais, hein, vulgairement, on va dire, dans le langage non Faire agricole. pousser. Voilà, plus on a d'engrais, grosso modo, l'engrais, c'est la nourriture des plantes. Plus on met d'engrais, plus on a de potentiel de rendement. Ok. C'est faux, mais on va caricaturer comme ça. L'objectif pour Abellio, c'est de mesurer en fait ce potentiel et de mesurer à quel point les plantes ont faim, à quel point il faut introduire une dose forte ou pas dans les champs. Ok. La problématique, elle provient du fait que les champs sont très hétérogènes et donc, à un endroit, on va avoir besoin de 10 kilos d'azote, à un autre endroit, on va avoir besoin de 100 kilos. C'est des ordres de grandeur qui sont tout à fait réalistes en plus. Hem, donc l'objectif, c'est de savoir à quel endroit je dois apporter quelle dose, ni Ok. plus ni moins. Et vous avez beaucoup de clients aujourd'hui? Alors, on a, énormément de clients. Aujourd'hui, Abellio, on est les leaders français en termes de nombre de clients grands comptes dans ce qu'on appelle l'agritech, donc, les technologies de l'agriculture. On est à peu près à 130, ouais, clients grands comptes, parmi lesquels on va avoir des coopératives agricoles, on va avoir des négoces agricoles, qui sont le pendant des coopératives, mais de manière privée, Ok. heu et des industriels. Industriels, c'est, des agro-industriels qui vont faire de la production, à destination souvent d'alimentation humaine. Heu, pour faire très simple, ça va être, par exemple, Bonduelle avec qui on travaille, ça va être, Nataïs qui fait, du popcorn, ça va être des gens comme ça. Ok. Donc voilà, on a un premier outil de fertilisation, on a un second outil qui porte, sur l'irrigation, donc savoir quand est-ce que je dois irriguer et en quelle quantité. On a un troisième outil qui porte sur la gestion des mauvaises herbes, donc tout le monde entend parler du glyphosate et on sait que c'est assez clivant comme sujet entre, le monde agricole et heu et les consommateurs, bon, qui maîtrisent peut-être un peu moins le sujet, et les écologistes, par ailleurs, peut-être extrémistes aussi parfois. Et l'objectif d'Abellio là-dessus, c'est de savoir en fait, est-ce que je dois traiter ou pas en, herbicide, donc glyphosate faisant partie de cette catégorie-là. Parce que concrètement, dans une parcelle, on va avoir des mauvaises herbes à certains endroits et pas de mauvaises herbes à d'autres endroits. Donc, sauf que l'agriculteur aujourd'hui, il a pas d'autre solution que d'appuyer sur le bouton quand il rentre dans la parcelle et de réappuyer pour arrêter son pulvérisateur quand il sort de sa parcelle. Ok. Et on lui Donc donne finalement, des solutions pour moduler. glyphosate ou pas, toi tu permets aussi peut-être qu'on en utilise moins, du coup? Bah, c'est Et c'est exactement ça, bah, tu vois les dernières statistiques, qu'on a mises en place, donc l'an dernier sur, quand même, un échantillon non négligeable, hein, puisqu'on était sur plus de 5 000 hectares. 1 hectare égale 10 000 m², hein, donc mmh.
5000 hectares, ça commence à être sympa comme statistique. Ça fait 5 millions de mètres carrés, 50 millions de mètres carrés, pardon. Euh, on est arrivé à démontrer une réduction moyenne de 84,8%. Ah ouais, putain, c'est pas rien quand même. Ouais, C'est cool ça. et c'est vraiment énorme et franchement, ça fait plaisir. À la fois, clairement, nous, pour notre impact et pour nos ingénieurs qui sont passionnés enfin, qui souhaitent vraiment apporter leur pierre à l'édifice du développement durable, ben, ça régale tout le monde. Et clairement, pour les agriculteurs, ben, c'est autant de produits qu'ils ne mettent pas dans leur champ et qu'ils ne payent pas. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Bah oui, j'imagine. Et puis c'est mieux pour le Et on consommateur a, aussi, finalement. un dernier outil qui porte sur les fongicides, donc les anti-maladies, disons. Et concrètement, les anti-maladies, ces fongicides, aujourd'hui, ils sont appliqués de manière un peu systématique à des moments clés des cultures. Sauf que parfois, il n'y a juste pas de risque qu'il y ait une maladie parce que les conditions pédoclimatiques ne sont pas réunies. Ok. Ben, nous, on Plutôt permet au travers... climatique? Ouais, pédoclimatique. Donc, Je c'est ne connais pas ce mot. ouais, je fais le scientifique à utiliser des mots compliqués. Donc, globalement, tu as les conditions climatiques qui vont jouer, les conditions aussi microclimatiques et aussi tout ce qui est propre à l'exploitation agricole. Donc, c'est-à-dire comment j'ai travaillé mon sol, quelle était la culture précédente, quelle est la variété de mon blé, par exemple, que j'ai semé. Tout ça, c'est des conditions qui font plus ou moins gonfler mon risque derrière d'avoir une maladie. Ok, d'accord. Et concrètement, nous, on est capable avec la donnée de savoir, ben, oui, je vais avoir une maladie dans 8 jours qui potentiellement va arriver avec une certaine probabilité, hein, puisqu'on est en intelligence artificielle, on travaille avec des probabilités, ou j'ai pas de risque du tout. Et donc, on permet à l'agriculteur comme ça d'avoir cette métrique-là et finalement de lui donner la bonne information pour savoir, oui, je voudrais traiter ça, mais est-ce que c'est vraiment utile? Oui, non. Si c'est pas utile, on ne traite pas. Si c'est utile, on lui donne vraiment la date, l'heure, le produit parfois, qui rend son opération la plus optimale possible et qui va lui permettre d'aller gagner un maximum de rendement. C'est oui, tu fais un traitement, ok, tu fais un traitement parce que ben, c'est comme ça dans l'agriculture, il y a la chimie, c'est une innovation et il faut s'en servir. Mais il faut s'en servir avec parcimonie, avec intelligence et surtout, l'objectif c'est de la positionner le mieux possible pour qu'elle ait un impact négligeable ou le plus faible possible du moins sur l'écosystème et d'autre part, ben, qu'elle soit efficace sur ce qu'on cible, ni plus ni moins. Ok, bah écoute, c'est très clair. Voilà pour Abellio. Très clair et très détaillé. Du coup, on comprend mieux ce que vous faites. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, c'est tu as récemment levé des fonds. Donc Oui. la première question assez simple, c'est combien d'argent tu as levé et ça s'est passé quand? Alors, La dernière. du montant, le montant, quand on parle de levée de fonds, c'est toujours délicat. Pas pour pas le dire, hein, je vais l'annoncer, il y a pas de problème. Mais c'est toujours délicat parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand tu vois des comités sur LinkedIn ou autres qui annoncent des levées de fonds, ça mélange un peu tout. On va annoncer, par exemple, nous, si je t'annonce ma levée de fonds, je vais t'annoncer entre 4 et 5 millions. Mais tu vas me dire: «Attends, tu as fini ta levée de fonds, comment tu sais pas le montant?» Heu, Dans la réalité, la levée de fonds en equity, donc c'est-à-dire ce qu'on va lever au travers d'investisseurs Donc le qui entrent dans capital. notre capital, c'est 2 millions d'euros. Donc, Exactement, je crois que c'est 1 999 996 € ok. et quelques centimes. Ça, c'est l'augmentation de capital que tu as faite. Ça, c'est l'augmentation de capital, qui ne se traduit pas forcément ensuite dans les statuts au niveau du capital, parce que après il y a un jeu de la part qui coûte 1 € en capital, finalement on l'a fait payer 100 parce que c'est plus simple. Enfin bref, ça c'est des jeux d'avocats, je t'avoue que je ne maîtrise pas. D'ailleurs, première chose, c'est il y a des gens qui savent mieux que vous, il faut savoir s'appuyer dessus. Tu as pris un Euh, avocat du coup pour cette levée de fonds? ouais, c'est obligatoire. C'est Ok. obligatoire de prendre un conseil. Nous, on travaille avec un super cabinet à Marseille, Ok. qui s'appelle le cabinet Jaberson et qui fait du super taf. Euh, donc, faut pas se prendre la tête. C'est pas le boulot d'entrepreneur de faire les négociations de pactes associés, ni de faire les montages financiers. Clairement, c'est hors scope. Hors scope. Et du coup, combien ça représente un avocat? Ça, c'est des ordres de grandeur intéressants. Pour une levée à 2 millions d'euros, on est quoi? Ça coûte 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros en ordre de grandeur à peu près? En ordre de grandeur, alors, nous, on a pris un super avocat. Donc, je pense qu'on est plutôt sur le haut de la fourchette. Ouais. Nous, on est à 30 000 euros. Ok, d'accord. Donc c'est un ratio intéressant à avoir en tête, quoi. Donc, je fais une levée à 2 C'est millions d'euros, j'ai 30 000 euros d'avocat qui va, alors, tu vois, c'est important ça. Il va rédiger avec toi les pactes d'associés, s'assurer que du coup, il y a tous les termes vont bien, les négociations de la valorisation, de quand l'argent va être viré, etc. Enfin, c'est pas juste signer trois non, papiers.
c'est pas signer 3 papiers et s'assurer que ouais, le texte qu'on a écrit, il est conforme. Non, non, on ne se rend pas suffisamment compte de la quantité de documentation qui est à produire, du suivi qu'il faut avoir, de la pression que ça représente parce qu'on est tiraillé de partout entre les différents actionnaires qui chacun veulent se tirer un petit peu la couverture à eux-mêmes. Ouais. Donc il y a toutes ces négociations qui sont faites. C'est le prix en fait de la tranquillité. Clairement, c'est le prix de la tranquillité. Nous, avec mon associé, on est arrivé dans les discussions, c'était déjà, bon, j'ai négocié ça, 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 ça. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Moi, je vous propose qu'on lâche un peu sur ça parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt sur le court terme. Sur le moyen terme, de toute façon, on verra plus tard. Par contre, ça, c'est super important à notre sens, donc il vaut mieux appuyer là-dessus. Et ça, cette valeur-là, elle est très importante. Parce que si tu lis un pacte associé en étant néophyte, comme je le suis, et comme je pense que la grande majorité des entrepreneurs le sont sur ces aspects-là juridiques, Je pense que même après avoir levé des fonds, tu te considères toujours néophyte. ah ouais, non, c'est insupportable. C'est du langage, il y a le chinois et puis il y a le langage d'avocat qui est encore plus compliqué. Donc clairement, je pense que la valeur n'est pas là, ça se déconnecte du business, ça te ferait perdre trop de temps et le but n'est pas là. Clairement, le but n'est pas là. Donc il y a cet aspect-là. Et donc je parlais montant, il y a ce montant de 2 millions d'euros effectivement qui est la partie capitale. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle l'après-levée de fonds. Il y a la dette, il y a les subventions, il y a les avances remboursables, il y a éventuellement des obligations convertibles, il y a plein d'aspects autres pour financer suite à une levée de fonds. Pourquoi je dis suite à une levée de fonds? Parce que la levée de fonds appelle ce qu'on appelle des fonds propres, et les fonds propres appellent la possibilité d'avoir des subventions. C'est pas parce qu'on a des fonds propres qu'on va demander des subventions, mais dans la grande majorité des startups, bon, c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est un des mécanismes assez incroyables qu'on a en France. Généralement, du coup, si je te comprends bien, j'ai l'impression que c'est un peu là. Quand tu lèves 1 € auprès d'investisseurs privés, tu peux récupérer 1 € auprès de l'État et des banques. Donc c'est quand même assez Tout à dingue fait. de faire un x2 à chaque fois parce que tu passes d'à 2 millions, ce que tu disais, à 4, peut-être 5. Donc peut-être même à Tout, plus que ce que tu as levé. Par tout à contre, fait. les 2 millions ou les 3 millions que tu vas avoir en plus, c'est de l'argent que tu devras rembourser. Alors, pas forcément, parce que si tu parles en subvention, tu n'as pas besoin de le rembourser. OK? Donc ça, c'est bien. Si c'est de l'avance remboursable, c'est du remboursement différé de manière assez forte, qui peut être aussi conditionné, par exemple, à la réussite d'un projet. Ah, désolé, hein, il y a Siri qui s'est activé, c'est l'inconvénient T'inquiète. des Mac. Ça, c'est Euh, les dangers du direct. Donc tu disais, ouais, il y a de l'argent que tu dois rembourser en différé, les subventions, tu as besoin de les rembourser. mais l'avance remboursable, par exemple, pas forcément. C'est-à-dire que ça peut être conditionné à la réussite du projet. OK. Je prends notamment l'exemple des avances qui sont permises par le dispositif de la BPI concernant l'export. Le dispositif de la BPI permet de ne pas rembourser la totalité de l'avance dans le cas où tu n'aurais pas conclu tes objectifs sur 3 ans de chiffre d'affaires à l'export. OK, ça, c'est intéressant à savoir. Et c'est la BPI qui te propose ces garanties-là? C'est toi qui allais les chercher? Comment t'as su ça? Comment j'ai su ça? Alors nous, on est accompagné depuis peu là, par un cabinet en financement OK. qui est plutôt chouette. Alors on verra si on arrive vraiment à capitaliser sur cette levée de fonds, hein, parce que c'est depuis cette levée de fonds qu'on les a pris. Mais en tout cas, ils ont les connaissances. Bon, pour le coup, c'est leur boulot, donc j'espère bien qu'ils ont les connaissances, mais on verra le succès. Mais concrètement, je pense que là-dessus aussi, il y a tellement de financement, il y a tellement de dispositifs, on peut tellement s'y perdre que c'est aussi bien de se faire accompagner. Après, c'est toujours pareil. C'est à quel point tu veux faire un compromis entre je me fais accompagner et ben, forcément je paye quelque chose, X%, ou je fais tout seul, je paye rien, mais j'ai pas la connaissance, je perds potentiellement du temps, je sais pas monter les dossiers, je perds du temps à monter les dossiers, donc je me défocalise de mon business. Tout ça, c'est des compromis qu'on fait et sur lesquels ben, forcément il faut s'interroger. Et quand, à mon sens, ça c'est que mon avis, donc c'est très subjectif, mais à mon sens, quand tu rentres dans des projets à plusieurs millions, nous par exemple, on a déposé là une demande de subvention auprès de la BPI sur un appel à projet qui s'appelle l'appel à projet sur l'innovation agroécologique, pour lequel on est 100% dans le scope. C'est une subvention dont le montant global est de 2 millions d'euros, et le montant subventionné serait de 1,2 million à peu près. Euh, ben,
compliqué de faire tout seul parce que Ouais. il faut avoir un peu de réseau. Alors, le réseau, je commence à l'avoir dans ce domaine-là, donc ça va. Mais il faut surtout savoir comment on monte un dossier. Qu'est-ce qui plaît à celui qui va le lire? Qu'est-ce qu'il attend, le mec qui va, ou la fille d'ailleurs, qui va lire le dossier? Euh, Tout ça, t'as pas forcément la connaissance. Surtout quand tu Ouais, es fondateur, tu as tendance à peut-être un peu surprotéger, survendre ton bébé, pas survendre, mais parler un peu trop de choses qui les intéressent pas, en fait. il vaut mieux laisser ça à des pros. Je suis bien d'accord, de la même manière que l'avocat pour le pacte d'associés, les subventions ou même la dette bancaire. Moi, j'avais fait ça pour ma première boîte. On était passé par un cabinet externe et il s'était occupé de tout. Et tout seul, moi, j'y étais pas arrivé. Et donc, j'avais bien vu qu'il valait mieux passer par des pros. C'est Moi, ça, ils ont un bon discours. j'aimerais bien qu'on se concentre un peu là sur du coup la partie capital, donc equity, donc l'augmentation de capital. Les personnes au prix de qui t'as levé du coup donc 2 millions d'euros, on va arrondir, auprès de combien de alors soit personnes physiques ou investisseurs privés. Donc déjà c'était quelle typologie de personnes ces investisseurs? Alors, si tu me permets, il faut que je refasse je suis obligé dans ce cas-là, de refaire un peu l'historique des levées de fonds à Velio, parce que c'est notre deuxième levée de fonds, Ouais, OK. celle-ci. Peut-être pour reprendre en fait le cheminement du financement de l'entreprise. On va pas parler de pourquoi j'ai fait tel choix, mais plutôt de comment ça s'est passé. OK. Donc au départ, forcément, tu arrives, tu rien, pas de produit, que l'idée en tête, peut-être beaucoup d'ambition, mais c'est tout, et beaucoup d'envie, mais ça suffit pas pour lever des fonds. Donc globalement, tu es obligé au départ de mettre un petit billet. Donc pour ma part, mon associé et moi, on a mis 25 000 euros chacun. OK. Tout de 50 suite, 000 on € de est capital. c'est ça, 50 000 euros de capital. Tout de suite, on est allé chercher du prêt d'honneur. Donc les prêts d'honneur, c'est souvent des dispositifs qui sont portés soit par Initiative France, je sais qu'il en fait. On a aussi le réseau Entreprendre, donc on n'a pas sollicité, mais je sais qu'ils en font aussi, où on peut aller chercher plusieurs dizaines de milliers d'euros, globalement entre 40 et 100 000 euros, euh, pour aller augmenter un peu son capital, augmenter son pouvoir au début d'innovation, on va dire. Donc ça, c'est les premiers sous qu'on peut aller chercher. Et derrière ça, avec du capital qu'on a injecté, on peut aussi aller chercher des premières subventions, notamment de la French Tech, qui permettent d'aller chercher sans trop de risques 25, 30, 50 000 euros. Donc voilà. Globalement, ça, c'est le premier pool qu'on va mobiliser pour commencer les premiers développements. Donc nous, Donc on dès le est début parti à par peu là. près 100 000, 150 000 € dans la boîte quoi. Globalement, c'est à peu près ça. OK. Nous, c'était à peu près 100 000, je crois que 120 000 exactement. Donc globalement, tu prends ces 120 000 euros et là, tu essayes de maximiser ce que tu peux en faire, hein. Bon, après, tu te rends compte 3 ans après que tu as fait plein de conneries avec, mais ça, c'est une autre question. Donc, tu prends ces 120 000 euros, tu essaies de développer des choses, de faire tes preuves de concept, d'arriver à une première proof of concept, premier client, si possible, si tu n'es pas trop en deep tech. En tout cas, quelqu'un qui a de l'intérêt, qui est prêt à mettre quelques euros au moins sur la table pour montrer qu'il y a de l'intérêt financier. Donc, clairement, nous, la première année, 2020, c'était ça. Ensuite, fin 2020, on a dit, été 2020, on a dit, il faudrait faire une levée de fonds parce que là, on a besoin de recruter, on a besoin de développer, on voit qu'on a de l'attraction, on voit que notre produit intéresse, il faut faire une levée. On a fait le choix de lancer, nous, un crowdfunding. Un OK. crowdfunding avec la société So We Found, dans lequel on a présenté notre projet et on est allé chercher 335 000 euros en equity, OK, donc en augmentation de capital. en augmentation de capital. À ces 335 000 euros, on a rajouté 250 000 euros du dispositif de la BPI qui s'appelle French Tech Seed. Et nous, c'était la partie Agrio, qui est spécialisée agriculture, qui nous a rajouté donc 250 000 euros. 335 000 €, donc c'était plein de petits porteurs avec des tickets de 500 €, 1 000 €, 2 000 €, de ce genre d'ordre-là, quoi, j'imagine. Exactement. Je crois que la moyenne, exactement, nous, c'était 1 100 euros, tu vois, OK. sur cette levée. Et avec deux gros porteurs, par contre, qui sont arrivés aussi en même temps, que sont un Business Angels et un mini fonds d'investissement qui est le fonds Allnest, qui est porté par le Family Office de Jean-Michel Aulas, et qui est OK. le Family Office de Jean-Michel Aulas. Donc là, au niveau de ta cap table, après ce crowdfunding, il y a toi, ton associé, tous tes petits porteurs qui sont rassemblés, j'imagine, dans un SPV ou un véhicule, en tout cas dédié, Holding. une holding, ouais. Et ensuite, deux gros business angels. Vous vous C'est ça, retrouvez du coup à 5. tout à fait. OK. Et le comité donc forcément stratégique qui se compose de la même façon. OK. Donc, grosso modo,
on en finit là. Bon, on fait notre tour de table, subvention, machin chouette, prêt, avance remboursable, etc. On arrive à peu près 1,2 million, je crois, au total. Donc Trop bien. on a fait du bon boulot. On développe la société. Généralement, cette levée de fonds, elle est jugée difficile, mais ça va. Parce que, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir fait trop de preuves. Il faut juste avoir une bonne idée et vite fait à montrer que tu dis pas que des conneries, quoi. Ensuite, donc, tu finances vraiment ton produit, tu avances, tu as tes premiers clients, éventuellement un premier chiffre d'affaires qui commence à être non négligeable. Nous, c'était notre cas, on a fait 150 000 euros là, en 2022 sur notre première saison commerciale. Ok, cool. Et ensuite bon, tu as brûlé tout ton cash, donc il te faut te refinancer. Et là, c'est là le début des problèmes. Début des problèmes parce que, en fait, tu as un trop petit chiffre d'affaires pour aller chercher des gros montants. Ouais. Surtout dans le contexte actuel. Alors, je remets aussi en perspective le contexte. Il y a 2 ans, donc 2021-2022, c'était un peu la hype des levées de fonds. Il y avait tout et n'importe quoi qui se faisait. Donc, tous ceux qui ont gardé en tête les levées de fonds à plusieurs dizaines de millions d'euros sur des trucs où il y avait que l'idée, il faut oublier, ça n'existe plus. Ou alors, c'est des fonds d'investissement qui sont encore en train de vriller, mais il n'y en a plus beaucoup. Et je pense qu'il y en aura plus du tout dans Ouais. quelques Je sais pas s'il y en années. aura plus, mais je pense que c'est surtout ce qu'on oublie de dire, c'est que les gens qui lèvent cet argent-là, tu vois, je vois très bien les boîtes dont lesquelles tu parles. Je me souviens d'une boîte qui avait levé 10 millions d'euros sur juste un pitch deck. C'est des fondateurs qui ont déjà créé plusieurs boîtes avant, qui ont fait plusieurs exits. Les investisseurs qui investissent, ils les connaissent déjà avant. Potentiellement, ils étaient déjà investisseurs dans leur boîte d'avant. Donc, en fait, ça paraît dingue de l'extérieur, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, il faut regarder le contexte, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est l'historique qu'ils ont entre eux et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui parient autant d'argent sur ça. Tu vois, Ouais, tout à fait. Mais par exemple, tu vois, ce genre de choses, aujourd'hui, là, dans le contexte actuel d'inflation et de changement un petit peu des mentalités aussi des fonds, qui se réorientent vers vraiment des boîtes rentables, ou presque, euh, oui. ben, ça a beaucoup changé. Donc, ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que les valorisations des boîtes ont été complètement droppées. Euh, voilà, c'est la première chose. Ce qui veut dire aussi que les fonds qu'ils investissent derrière sont plus bas. Donc, il faut avoir fait plus de preuves pour avoir plus de fonds. Donc nous, on est arrivé dans un problème en fait où on était entre deux eaux. On avait besoin de cash parce que pour continuer, tu as besoin de cash. Et en même temps, donc on savait que on avait une forte croissance. On le voit nous sur le terrain forcément notre traction et on voit à quel chiffre d'affaires on peut arriver à la fin de l'année. Mais en même temps, ton bilan, il y a écrit 145 000 euros. Il n'y a pas écrit 1 million. Ouais. Donc, et les investisseurs, ils lisent ton bilan. Et tu cramais combien là? Sur donc 2022, tu fais 150 000 euros de chiffre d'affaires. Combien t'avais cramé d'argent? Bah, tout le précédent, donc à peu près 1 million, 2 millions, 3. Ok. Donc là, la question se pose de, OK, comment on va faire? Donc on prend un leveur de fonds, ce que je vais déconseiller juste après. Euh, donc on prend un leveur de fonds je crois que c'était allez, je dirais mai 2022. Ouais. Mai 2022. On lui dit, bon écoute, nous on a un objectif d'1 million d'euros, grosso modo, d'equity. On aimerait bien lever 1 million parce que dans notre business plan, c'est de ça dont on a besoin pour arriver à notre point mort, notre point de rentabilité. On sait qu'on complétera avec 200, nous on avait compté minimum 500 000 euros de dette ou de subvention post-levée de fonds, ce qui est, par rapport à ce qu'on s'est dit, tu vois, tout à l'heure, largement atteignable. Bon, ce leveur de fonds, il nous a présenté qu'à des fonds d'investissement qui n'étaient pas dans notre scope. Il essayait de nous faire constamment raise notre montant parce que lui, ça lui faisait plus d'incentive. Ok. Bon, ça m'a gonflé, pour être tout à fait franc. Septembre, je l'ai viré. Et j'ai dit, hop, début octobre, je reprends la main sur la levée de fonds parce qu'on commençait à être vraiment en manque de cash. Donc, fallait un petit peu agir. Donc, j'ai fait comme font la grande majorité des entrepreneurs. J'ai relevé mes manches. En plus, là, tu vois, j'ai mis une chemise à manches courtes, donc j'avais même pas besoin. J'ai relevé mes manches et j'ai fait un grand fichier Excel. J'ai pris tous les fonds d'investissement possibles et imaginables. J'ai sollicité tout mon réseau qui avait déjà levé des fonds. Je leur ai dit, OK, envoyez-moi la liste des fonds avec qui vous avez levé. Bon, pour ceux que je connaissais bien, parce que c'est toujours tabou, ce genre de choses. Ouais. J'ai pris aussi tout mon réseau de gens qui accompagnent pour leur dire, bon, envoyez-moi tous les gens que vous connaissez. Je veux des mises en relation de partout. Là, c'est la première fois que j'ai vraiment sollicité mon réseau à fond. Tu leur as écrit des messages. Donc, du coup, moi, j'aimerais rentrer un peu dans le détail là. Donc, après avoir une mauvaise expérience avec le leveur de fonds, j'espère qu'un jour, on aura
quelqu'un sur ce podcast qui a eu une bonne expérience avec un leveur de fonds? Je pense qu'il y en a. Ah non, mais il y en a bien sûr, mais je Mais pense sur donc, des stades plus élevés. peut-être, ouais. Mais moi, j'aimerais bien savoir si c'est possible sur des stades comme le tien. Donc, du coup, là, octobre, si je comprends bien, tu prends toute ta base de données de tous les gens que tu connais dans ta vie, avec qui tu as échangé professionnellement, etc. Tu leur envoies un mail, j'imagine, où tu les appelles en perso, en leur disant: Salut machin, je suis en train de lever tant, j'ai besoin de rencontrer les investisseurs. Est-ce que tu peux absolument me présenter quelqu'un? T'as, C'est t'as, ça. t'as sollicité combien de personnes dans ton réseau à peu près? Tout le monde? Genre, ça fait quoi? Ça fait 100 personnes, Non, non, 1000 non, personnes? non. Après, j'ai beaucoup ciblé parce que j'ai ciblé des gens que je savais déjà suffisamment proches pour me donner ces informations-là. J'ai ciblé aussi des gens qui avaient un vrai réseau dans l'agritech parce que ça sert à rien d'aller chercher une fintech qui va me présenter des fonds fintech et donc qui n'auront strictement rien à carrer des boîtes dans l'agriculture. On va Ok, pas parler le même langage. Donc j'ai plutôt tablé sur des gens comme ça. Donc globalement, une trentaine de personnes, je pense. ok, Et j'avais un fichier Excel à la fin d'une centaine de fonds. Une trop centaine bien. de fonds, groupe de business angels, etc. Donc, je me suis fait une petite matrice Excel, hein, un truc de bourrin. Voilà, première colonne, le fonds. Deuxième colonne, le mail. Troisième colonne, euh, voilà, un petit peu le contexte du fonds, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, dans qui il a investi. Donc, vraiment me faire une petite, pas une petite fiche, mais quelques mots-clés, tu vois, qui me permettent de positionner le fonds tout de suite, si j'ai un contact avec lui. Et ensuite, je me faisais une espèce de, comme un Gantt, tu vois. Euh, j'ai pris contact, j'ai envoyé mon pitch deck, j'ai fait un premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, je suis en attente, etc. Jusqu'à le mec nous a fait une LOI. Ok, d'accord, trop Donc, bien. une dizaine d'étapes, tu vois. Donc j'ai pris ça, j'avais ma centaine de fonds, et allez, et après, mail sur mail sur mail sur mail, et tous les 3 jours, relance. Bon, là, c'est pas forcément bon de faire des relances tous les 3 jours, mais là, nous, on était un peu en dèche, donc il fallait bosser, quoi, hein. Donc Apparemment, écoute, ça a j'ai marché, pris hein. ça. Oui, oui, ça a marché, ouais. Donc j'ai pris mon pitch deck aussi, que j'ai refondu parce qu'il me plaisait pas de ce que m'avait fait le lever, qui n'était pas à mon image. Alors là, pour le coup, c'est très subjectif encore une fois, hein. Ouais, Mais j'ai retravaillé mon pitch deck. J'étais à l'époque incubé chez Hectare, l'incubateur rattaché à Station F, mais qui est spécialisé agricole. Et j'imagine. donc j'avais accès à tout l'écosystème Station F, tout l'écosystème accompagnement d'HEC, des startups HEC. Ok, Et donc, avec les mecs d'HEC, on a bossé à fond mon pitch deck pour que ça soit pépite par rapport à ce qu'ils attendent. ok. Donc, du coup, tu t'es bien fait accompagner. Tu allé chercher aussi ça qui est intéressant. Moi, je trouve dans les levées de fonds, on oublie vite. T'étais pas tout seul, quoi. Non, non, t'es pas tout seul et il faut savoir justement mobiliser bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont bullshit, hein, qui vont te faire perdre du temps. Il faut savoir vite choisir les bonnes personnes. L'avantage de ce genre d'incubateur-là, c'est qu'ils sont straight to the point. C'est qu'ils vont pas te faire perdre du temps. Ils arrivent. Moi, le mec qui m'accompagnait sur le pitch deck, je crois que j'ai jamais fait une réunion de plus de 15 minutes avec lui. Jamais. Ok, C'était expéditif. C'était ouais, attends, non, cette slide-là, pas bon, ça, clac, 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 3 retours. Il me faisait un mail récap, expédié. Je lui faisais un retour, on refaisait 10 minutes. Et en fait, en une semaine, le pitch deck, il est passé de tout à rien. trop Enfin, bien. de rien à tout plutôt. Euh, et là, j'étais satisfait. Un peu de graphisme, un peu par-ci par-là, et on était bon. Donc, Donc, du coup, tu contactes une centaine d'investisseurs de fonds d'investissement en octobre. Ça prend combien de temps avant que tu aies tes premiers rendez-vous? oh, assez rapidement. Assez rapidement. Les premiers rendez-vous, ça arrive vite. Je dirais même pas une semaine plus tard. Ok, Et je tournais, tu vois, sur le mois de novembre, décembre, janvier, je tournais à 10 rendez-vous semaine, minimum. ok, d'accord, intéressant. Ah, et du coup, des premiers, des deuxièmes et des troisièmes rendez-vous aussi. C'était. Ouais, ouais, c'est ça, c'est rotation. Il y a même des semaines où j'avais ouais, 20, 25 rendez-vous avec des fonds, quoi. Et sur ces 100 que tu contactes, du coup, fonds d'investissement, il y en a que tu connais ni d'Eve ni d'Adam, ou tous, tu t'es fait introduit, tu connais quelqu'un qui les connaît, et tu vois, genre, c'est quoi le Non, non, ratio à peu près? tous, je me suis fait introduire, tous. Ok, donc ça c'est une donnée qui est pas négligeable aussi. Donc il y en a aucun que tu as contacté sans pouvoir lui dire je connais X qui m'a parlé de toi. Exact, Ou alors exact. En c'était fait, la personne qui t'introduisait par email ou c'est toujours toi qui les contactes en direct? non, non, c'était moi qui les contactais en direct, par contre. Mais par contre, je disais, voilà, je connais la startup Intel, voilà, avec qui je suis en relation, qui m'a indiqué que vous étiez intéressé par des investissements éventuellement dans mon domaine. Euh, Ça serait intéressant qu'on en discute. Et donc là, généralement, tu as un premier rendez-vous, jamais de plus d'une demi-heure, où tu présentes un peu ton business, tu dis qui tu es, et si tu les intéresses, ils te disent, ben, envoie-moi ton pitch deck. Ok, Voilà comment ça se passe. Ça, c'est le premier rendez-vous classique. Donc, tu envoies ton pitch deck,
Et après, déjà, tu as un premier filtre qui est fait. Ouais, ouais, ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse pas. Sans Si ça m'intéresse. explication. Si souvent il y a des. Non, en vrai, ça, faut pas tirer sur l'ambulance, pour le coup. Moi, j'ai trouvé que la grande majorité. Alors, c'est souvent hypocrite. On va pas se OK, mentir, c'est souvent hypocrite, mais il te donne toujours une raison. OK. Il te donne toujours une raison. Bon, des fois, tu as la fameuse raison: «J'ai pas de bande passante». Ça, c'est hypocrite. Ça, c'est hypocrite. Et tu as la fameuse raison, tu as d'autres raisons qui disent: «Ben, tu pas tout à fait dans mon scope» ou «Tu fais pas assez de chiffre d'affaires», ou moi j'ai eu aussi, j'ai déjà investi dans une startup qui est, sur des ouais, sur qui tu peux marcher sur les plates-bandes, donc c'est pas ouf. Voilà, tu peux avoir toutes ces raisons-là. OK. Donc grosso modo, j'avance, Donc octobre, j'avance, novembre, décembre, tu tournes à 10 rendez-vous semaine. c'est ça. 1re LOI du coup, tu l'as quand? Ou premier signe Première d'intérêt? re 1re LOI, 1re intention d'investissement, je pense que je l'ai en mars, d'un groupe de business angels. Ah ouais, ça a pris quand même du coup 6 mois là, ton rendez-vous? Ouais, bah, alors après le temps que je refasse le pitch deck et tout, tu vois, j'ai vraiment commencé les contacts qu'en novembre. Mais oui, après il faut pas croire qu'une levée de fonds, tu mets moins de 6 mois avant d'avoir, vraiment des premiers résultats, hein. OK. Ça serait fou de dire le contraire. Hem, Généralement, on dit entre 1 an et 1 an et demi, hein, une levée de fonds. Donc s'il y en a qui veulent lever des fonds, il faut s'y prendre bien à l'avance et il faut l'avoir prévu bien en amont. Donc voilà, on a les premières LOI qui tombent et puis nous se dessinent 3 tours de table différents sur ce fameux 1 000 000 € qu'on cherchait. OK. Donc se dessinent 3 tours de table, un tour de table avec un fonds, un groupe de business angels et une coopérative agricole, un autre tour avec des groupes de business angels et des petits fonds, et un autre tour de table avec, plusieurs groupes de business angels, et pas de fonds. Donc je t'avoue que là, le choix était assez complexe à prendre. Enfin, la décision était complexe à prendre, le choix difficile. Parce que finalement, chaque groupe, enfin chaque, possibilité que j'avais, chaque, on va dire montage financier que j'avais en face, bon déjà c'est très confortable quand tu en as plusieurs, Ouais, c'est bien déjà, ouais. ouais, c'est très bien. Mais chaque groupe en fait avait des avantages et des inconvénients. Forcément Business Angels, tu pourris ta table de capitalisation, Il y a beaucoup trop de personnes, ouais. il y a beaucoup trop de personnes, mais par contre, tu as potentiellement beaucoup de gens qui peuvent t'aider sur telle ou telle autre problématique business. Donc ça, c'est assez intéressant. Les fonds d'investissement, c'est super intéressant parce que s'il faut remettre au pot dans, 18-24 Ils ont plus mois, de capacité financière. et c'était dans leur thèse en plus de faire des réinvestissements. Donc ça, c'est super intéressant. Donc assez complexe. Moi, j'ai pris une décision, un peu suicidaire, à la base. C'était de dire: «OK, ben je vais faire une réunion avec tout le monde». Je leur mets carte sur table et je dis: Tout «Bon écoute, Ah ouais. ouais, ouais, avec tout le monde, je dis: «Bon, j'aimerais bien, nous on a toutes ces possibilités-là. Très sincèrement, complexe de prendre la décision, de manière avisée, j'ai pas l'expérience pour, hein, Qu'est-ce que et vous je en pensez, l'avoue». vous? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Qu'est-ce que vous en j'adore. pensez? Et donc voilà, on a discuté, fin de la réunion. Suite à la réunion, le fonds que je préférais, parce qu'il y a un fonds avec lequel je m'entends particulièrement bien, m'appelle, il me dit: «Beh, écoute, nous, vis-à-vis de ton problème, je te propose qu'on aille chercher 2. On va chercher 2 millions parce que nous, en plus, on voulait investir 500 000, mais finalement 500 000, ça nous embête un petit peu parce que normalement, on investit vraiment, c'est le taquet bas, quoi. Donc on préférerait investir 1 million. Donc je vais appeler tel fonds qu'on connaît, qui était le second fonds dans le second, potentiel tour de table, et je vais leur proposer la même chose. On voit ce qu'il en sort. Ils appellent l'autre fonds, ils se mettent d'accord, ils disent: «Bon, OK, c'est bon, on part sur 2 millions à tous les 2». Trop bien. Moi, je les rappelle, je leur dis: «Ouais, mais finalement 2 millions, OK, mais moi, j'aimerais bien quand même intégrer telle coopérative», avec qui je m'entends très bien, Donc un parce client, que ouais, un client, parce que, 1, ça me gênera pas de manière concurrentielle, parce que c'est une petite coopérative et qu'ils sont super bien vus dans le secteur et qu'ils sont extrêmement innovants, enfin, bref, ils ont que des avantages. ils sont Et connus en pour plus, ça. c'est la coopérative, en fait, dans laquelle ma famille travaille. Donc OK. c'est, en plus d'être, un choix avisé business, parce qu'ils t'apportent du conseil très avisé, dans les boards, c'est un choix du cœur. Et puis ça compte aussi fortement quand même, il faut pas l'oublier. Donc ils me disent: «Bah, écoute, pas de souci, on va réduire un peu notre ticket». Puis ils ont voulu faire entrer aussi un fonds qui est vraiment spécialisé et rattaché à une école, d'agronomie. Et les investisseurs, historiques, donc qui étaient rentrés dans le premier tour de table, c'est pour ça que je disais qu'il fallait que je fasse l'historique.
ont aussi voulu rentrer. Donc tu t'es retrouvé avec Donc, 5 nouveaux investisseurs. exactement. Donc les actionnaires historiques, une coopérative agricole, un tout petit fonds rattaché à une école d'agronomie et 2 gros fonds. OK, trop bien. Voilà mon tour de table, comment il se dessine. Donc je pourrais pas trop donner de nom pour l'instant parce qu'on va communiquer là-dessus, mais pour l'instant, c'est un peu hâtif. Hem, mais globalement, voilà comment ça s'est passé et donc tu vois, pour le coup, on a eu les LOI en mai, au final, ouais, mai. Ouais, Si on a négocié, tout le mois de mai la LOI pour qu'elle soit quasiment en phase avec le pacte d'actionnaires final. Donc on a signé la LOI, je pense début juin. On a, signé le pacte actionnaire, on va dire, fin juillet OK, et on a eu les fonds, la semaine dernière, trop bien, félicitations. donc globalement mi-août. Trop cool. Et ben écoute, c'est génial. Je vois qu'on arrive à la fin. J'avais prévu, je vais pas te prendre plus de temps. Pour un peu clore le podcast, merci beaucoup pour toutes les infos. Moi, il y a plusieurs questions que j'aimerais te poser. La première, c'est quand est-ce que t'as prévu de relever? C'est une question très, très, complexe. Clairement, j'ai pas la réponse. Pas pour J'ai l'instant, pas la mais quand réponse, tu vas relever. j'ai pas la je sais pas. Ok. Clairement, Pas de souci. c'est même pas un je sais pas quand, c'est je sais pas si je vais relever. Ok, il y a Parce beaucoup qu'en fait, d'infos. c'est là où c'est très intéressant dans le parcours entrepreneurial, c'est que tu as des choix. Le choix de lever des fonds, c'est pas un enfin, lever des fonds, c'est pas entre guillemets «normal». C'est c'est un choix d'entrepreneur. Le choix de l'entrepreneur, c'est je préfère m'autofinancer, garder le contrôle à 100 de ma boîte, parce qu'on n'a pas abordé l'aspect dilutif, mais ça en fait partie quand même, hein, des aspects, de la croissance. Tu lèves 2 millions, mais au lieu d'1 million, mais tu perds plus de parts, hein, enfin, il faut pas se leurrer. Oui, Hem, donc le choix déjà de lever ou pas va se faire en collaboration avec, mes actionnaires. bien sûr. Le choix de lever et pour quelles raisons va se faire avec mes actionnaires. Nous, on a plein de projets, en cours. Il y a plein de projets que je souhaite lever. Souvent, je me fais un petit peu taper sur les doigts parce que j'ai plein de projets un peu fous. Mais bon, c'est aussi ça l'entrepreneuriat et c'est aussi ça le fait de discuter avec ses actionnaires qui est intéressant. Donc, je ne sais pas si je vais lever, si je, ou si on attend 2024 qu'on soit rentable. Euh, et si on lève, je ne sais pas ni quand ni combien, parce que ça va dépendre de quel projet je veux financer avec cette levée de fonds. Est-ce qu'on Ok. veut taper à l'international à fond? Est-ce qu'on veut faire tout ça? Et donc, ça peut aller de 5 millions de levée à 20 millions, tu vois. Donc, Eh ben, écoute, j'espère que si jamais tu lèves, tu viendras nous raconter ça dans un épisode suivant. Et, avec- et du coup, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'espère que les prochains seront aussi bavards que toi. Et pour finir, est-ce que tu serais OK de nous partager le pitch deck que tu as utilisé pour cette levée, que je mette en lien dans cette vidéo? Tu n'es pas obligé de dire oui, tu as le droit de dire euh, non. malheureusement, je pourrais pas le donner parce que ça, c'est des choses qui sont confidentielles. Il y a certaines choses où on signe des NDA, OK. des, pour lesquelles on ne peut pas communiquer. Et le pitch deck en fait partie parce qu'il y a certaines informations qui sont clés sur le business, sur les plans de développement, sur le financement global, sur les chiffres d'affaires, chose qu'on peut malheureusement pas communiquer au grand public. Je suis OK, désolé. ça marche, pas de souci. Ben, en tout cas, merci beaucoup, pour tout ça, pour ton partage et merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Si jamais vous avez des questions, que vous voulez poser à Grégoire, des choses qu'on n'a pas répondu, n'hésitez pas à spammer les commentaires, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, partout. J'y répondrai avec grand plaisir et Grégoire, je pense, y répondra aussi avec grand plaisir. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Merci Grégoire. Merci, à bientôt. Ciao.